quelques années, Lexi est devenue l'une des solutions IA les plus prometteuses d'Europe dans l'analyse des conversations commerciales. Déjà plus de 45 collaborateurs, 700% de croissance en 2024, plus de 3000 clients entreprises, un déploiement à l'international et un objectif clair, devenir la référence dans le coaching conversationnel. Et moi, ce sujet me passionne parce qu'aujourd'hui, la vraie valeur, elle est dans les conversations, dans les calls, dans les visios, dans les relances. C'est là que tout se passe. Et malheureusement, c'est là que les entreprises regardent trop peu. Bienvenue dans Vive la Vente, je suis Steve Compère, CEO d'Up2. Ici, on décortique les stratégies, les outils, les organisations qui transforment les équipes commerciales en machines de vente redoutables. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui coche toutes les cases. Vision, exécution, obsession de la performance. Xavier Lombard, CEO et cofondateur de Lexi, une pépite IA qui nous vient tout droit de Bruxelles et qui fait déjà beaucoup de bruit. Avec Xavier, on va parler vente, management, IA bien entendu, performance et conviction. Xavier, je suis ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Comment vas-tu et puis comment va Lexi ? Bonjour Steve, moi aussi vraiment ravi, grand fan de Vive la Vente. Super. Comment je vais ? Je vais super bien, Ouais. parce qu'en ce moment je suis en train de finaliser l'entrée de la plupart de mon équipe dans le capital. Donc, Génial. mais alors qui on est ? Lexi, en fait, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, mes 2 fils sont venus me voir avec mon épouse et ils nous ont dit on a envie de créer une boîte tous les 4. Et voilà, c'est cette aventure que je vais vous raconter. Ouais, super, vachement intéressant. Et puis pas banal, je crois, dans l'histoire des boîtes de tech, on y reviendra tout à l'heure. Si on remonte un peu plus tôt dans ton parcours, j'aimerais que tu nous dises ce qui t'a poussé à monter ta première société, parce que tu avais commencé par le salariat, et puis d'un seul coup, tu as fait le grand saut. Voilà, quel a été le déclic et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta première boîte ? Alors, c'est intéressant parce que je sens que depuis que je suis tout petit, j'ai envie de créer une boîte et donc je m'intéressais aux entrepreneurs. Bon, évidemment, quand à 21 ans, 22 ans, tu rejoins EDF, là, tu l'enfouis très très profond. Les années passent, tu te dis, les chaînes dorées s'accumulent, Ouais. ta carrière semble tracée, personne ne quitte EDF, là on est dans les années 91, 95, 96, etc. Vraiment, ça n'existe pas. Mmh. Et moi, j'ai cette petite musique dans la tête. J'aimerais créer une boîte, mais bon, c'est impossible. Donc, enfoui. Et puis, je suis expatrié 3 fois chez EDF. Et la 3e fois, j'avais cherché à muter au sein d'EDF. Et c'était une montagne quasi impossible et tout. Surtout que je faisais de la R&D. Ouais. Et alors que j'étais expatrié aux US, là, par contre, on me propose du boulot 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est le déclic. Je me dis, mais en fait, je suis bankable aux États-Unis pour trouver du boulot facilement, mais au sein d'EDF, je ne suis pas bankable. Mmh. Il faut que je parte. Ok. Donc c'est ce qui t'a amené à faire le saut. C'est ça. Et d'ailleurs, ta première boîte, ou une de tes premières, tu la vends à EDF, je crois. Ouais. Alors le saut est en 2 étapes, puisque je rejoins une de ces 3 boîtes américaines qui m'ont proposé un job. Et là, je deviens, alors en plus, directeur commercial. Truc de dingue, après être... Venant de la R&D. Venant de la R&D EDF, où tu es vraiment perdu. Ouais. Coucou les collègues. Et 1 an après, je suis viré. Donc, je le relis, quand je relis mon histoire, chance de ma vie. Donc, d'abord, je connais le licenciement sec. C'est quoi les turpitudes, la difficulté, hyper formateur. Et là, je me dis, non, mais je ne veux pas redevenir chef de projet. J'ai qu'1 an de directeur commercial. En fait, je crée ma boîte. Ok. Donc, je retrouve du boulot, mais je dis non. Et je recrée ma boîte. Et voilà. Et on démarre, on est en 2002, Ok. dans les énergies renouvelables. Et c'est assez intéressant parce que donc, la boîte va démarrer, on va lever des fonds. Un petit peu avant la hype, on reviendra peut-être, c'est-à-dire que je cherche un truc qui va devenir énorme. Et les énergies renouvelables, pour moi, c'est une évidence. Mais en 2002, ça n'allait pas. Mmh. Le tarif de rachat d'électricité en France, il arrive en 2006. Donc, au début, moi, mon but, c'est de faire du build, own, operate. Mais en fait, au début, on va construire des petites centrales clés en main et les vendre. Donc, je dois tout apprendre. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ma première centrale, j'ai un bon de commande.
c'est quelqu'un qui le fait à ma place. Moi, je suis juste le in-between. La deuxième, j'ai 10 bons de commande. La troisième, j'ai 100 bons de commande. D'accord. On devient l'expert de la place. C'est sans doute mon côté R&D antérieur. Et voilà, la boîte grandit. 2006 arrive, le marché s'ouvre. On devient 2007, je fais rentrer EDF au capital. Donc un truc complètement fou. À mon conseil d'administration, j'ai un N+7. Donc entre 2001, où je quitte EDF, et 2007, j'ai gravi cet échelon. Ok. Donc un peu bizarre, passionnant. Et puis voilà, 6 ans après, en 2013, EDF reprend tout, EDF Énergie Nouvelle, pour le céder un petit peu après à Dalkia Biogaz. Enfin, ils vont racheter Dalkia et ça va devenir un Dalkia Biogaz, puisqu'on était devenu le troisième acteur. Et donc avec le deuxième acteur, c'est devenu le premier acteur dans le biogaz. Quand je t'écoute, je comprends mieux ce que j'ai vu en préparant l'interview, ton parcours, les multiples expériences, les boîtes, les lancements, les pivots. Je me suis dit, en fait, Xavier, il a emmagasiné à vitesse grand V ce qu'un CEO classique, il met peut-être 10 ans à acquérir. Et j'ai envie de te poser cette question, c'est dans le parcours avant Lexi, après on parlera de Lexi, quelle est la décision la plus structurante que tu as eu à prendre en tant que CEO ? En tant que CEO, en tout cas, la première décision ultra structurante, c'était de quitter les chaînes de web. Ouais, on est d'accord. Là, c'est clair et net. En fait, j'ai envie dans ce podcast que mon fil rouge, ce soit la culture d'entreprise. Ouais. Et il y a un truc classique, c'est ce que j'appelle la première crise de croissance d'une boîte. Donc, tu as plusieurs crises qui se succèdent. Et la première, c'est au passage des 25 personnes. Bon, ça peut être 25, 40 ou 15. Tu mets en place, en fait, un comité de direction. Donc, crise garantie. Pourquoi ? Parce qu'au départ, tu fonctionnes comme une famille. Et ensuite, tu as 8, 10, 15. Tout le monde sait ce que tout le monde fait. Et donc, les employés se sentent, et concrètement, c'est un peu le cas, équivalent d'un CEO, puisque eux-mêmes savent ce que tout le monde fait. C'est un peu l'apanage du CEO. Et pendant cette crise, tu mets en place du management. Et donc, tu as des personnes qui se retrouvent avec maintenant un N+2. Donc, ils ont rétrogradé de 2 places. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Évidemment qu'ils n'ont pas rétrogradé, mais perception is reality. La perception, et donc là, je suis dans cette crise de croissance et j'ai un ami consultant qui me dit c'est quoi ta culture d'entreprise ? Je dis de quoi ? De quoi ? Voilà, ouais, je ne sais pas en fait. Je suis primo, jeune chef d'entreprise. Même si j'ai déjà plus de 35 ans, j'en ai aucune idée, je ne comprends pas ce qu'il veut dire en fait. Et il me déroule les slides en disant, voilà, tu dois avoir ta mission, ta vision, qui aujourd'hui sont beaucoup plus classiques. Presque galvaudés dans certaines boîtes. Voilà, clairement, en fait, par exemple, tu as des mots hyper piégés comme transparence, bienveillance, pour nous, on veut pas, c'est pas dans notre culture d'entreprise, parce que voilà, en fait, on veut des trucs vrais et concrets, mais, et en fait, super important de coucher sur le papier ta culture d'entreprise. Maintenant, tu ne peux pas la décréter, tu ne peux pas l'imposer, mais tu peux la travailler, communiquer dessus. Et en fait, voilà, il y a plein de conséquences et d'implications. Et ça a clairement redynamisé la boîte. Et dans mes trois boîtes, c'est un petit fil rouge assez majeur. Vachement intéressant. Et puis, c'est un sujet qui doit aussi évoluer avec le temps, les générations de collaborateurs qui changent au fur et à mesure de la vie de ta boîte. Donc, moi, je dis souvent, la culture d'entreprise, c'est une matière qui est vivante. C'est ça. Et que tu dois être capable de regarder très régulièrement, grandir, se développer, et puis t'assurer qu'elle est bien alignée avec le cap business que tu veux avoir, parce qu'en fait, les deux sont très, très liés, quoi. La culture ne peut être qu'au service d'un objectif business et pas de quelque chose de purement RH, parce que sinon, c'est déconnecté d'une vraie réalité entrepreneuriale, quoi. Tu as monté plusieurs boîtes, forcément, tu as eu des échecs, comme tout le monde, personne n'y arrive du premier coup. Tu as un background R&D, tu as souvent travaillé ton produit. Tu disais tout à l'heure, les énergies renouvelables, j'ai senti qu'il fallait y aller peut-être un peu avant le marché. Qu'est-ce que tu as appris et quels conseils tu pourrais nous donner sur la manière de créer un produit ? Est-ce que tu as un truc à toi où tu te dis, si quelqu'un veut monter un produit demain, il faut qu'il fasse gaffe à ça, ça et ça ? Alors, je vais traduire la question en 2 questions. D'abord, un peu la global picture. Moi, je me suis fixé comme ligne directrice et j'ai réussi dans mes 3 boîtes à le faire, c'est-à-dire chercher à aller dans un secteur qui va croître.
où il va y avoir une aspiration énorme, plutôt que de créer quelque chose qui n'existe pas et qu'on est le premier à créer. C'est hyper risqué, c'est génial, mais voilà, moi, c'est pas ce que je cherchais. Donc plutôt un endroit qui va être validé ou qui est pré-validé, qui va être énorme. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est le premier conseil. Bien choisir son marché. C'est ça. Et d'ailleurs, on va rejoindre, c'est une question de momentum. Trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est très dur. Tu peux y arriver, c'est des océans rouges où tu as une concurrence de dingue, etc. Mais c'est beaucoup plus dur. Donc, ça c'est un premier conseil global picture. Après, très précisément, en tout cas, nous, comme on a fait dans la dernière boîte, Lexi, IA NoteTaker, on s'est placé sur plusieurs idées assez majeures, mais je pense qu'ils sont valables dans énormément de boîtes qui sont des SaaS, notamment, ou d'autres d'ailleurs. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut rajouter des fonctionnalités, comment est-ce que notre produit peut être impactant tous les jours. Et ça, c'est pas évident du tout, mais c'est une vraie ligne directrice. Ok, je vais prioriser des choses impactantes tous les jours plutôt que des choses qui vont fonctionner pour 5% de mes gars. Alors, il y a une respiration parce que il y a des fois où tu es quand même obligé de faire des trucs custom, mais quand tu fais ça, tu as quand même une ligne rouge. Ouais. Un autre point, c'est l'automatisation. Et ça, de nouveau, c'est un truc assez caché parce que c'est un peu théorique. Mais en ça, c'est magique. C'est-à-dire que les clients, on est à l'ère de Twitter, on a plus que 5 secondes d'attention, donc on veut un truc qui se fait tout seul. On veut même pas swiper en fait, on veut que ça se fasse tout seul. Et donc comment est-ce que la feature que tu es en train de développer, tu peux la repenser pour qu'elle se fasse tout seul avec les bons settings. Ça veut dire que tu amènes une exigence sur l'excellence du produit qui est très 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 haute pour le coup. Clairement. Pour avoir ça, l'automatisation. Et ça nous arrive des fois de ne pas lancer une feature en se disant elle coche pas les cases. Elle ne coche pas les cases et on n'a pas trouvé comment la faire cocher les cases. Et des fois, 6 mois après, on trouve. Et là, on y va. D'accord. Super conseil, je prends. Il y a un sujet qui est très, très singulier dans ton parcours et dans l'histoire de Lexi. C'est que, contrairement à ce qu'on voit beaucoup dans des boîtes tech, où les équipes de direction, elles se créent par des connexions dans les environnements start-up, dans des écoles parfois, avec des gens qui s'associent à ce moment-là. Alors toi, tu prends un contre-pied total, tu montes une boîte tech en famille. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et puis, qu'est-ce que tu y trouves comme valeur supplémentaire versus toutes ces histoires un peu plus classiques, quoi? Ouais. Alors, en tout cas, un premier point, puisque troisième boîte, ce que j'ai constaté, c'est au début, la confiance, c'est vraiment une valeur, la plus grosse valeur. C'est-à-dire quand tu crées une boîte, tu as un enjeu de confiance. Tu dois pouvoir, tu es all-in en fait, avec quelqu'un, tu ne te payes pas, tu risques un peu ta carrière. S'il n'y a pas la confiance, ou en tout cas si elle s'effrite, si à un moment elle se brise, c'est la séparation. Donc ça, c'est une première valeur. Si tu fais ça en famille et que ça fait déjà 25 ans que tu as testé la confiance, tu as plus de chances que ça fonctionne bien, même si tu as le même risque. Si elle se brise, si elle s'érode. Tu as presque un risque plus important parce qu'un associé, tu quittes un associé, tu te fâches avec ton associé quand c'est la famille. Les repas de Noël, ils n'ont pas la même tête quand même. Ouais, donc voilà, c'est ça. Non, mais donc tu prends un risque supplémentaire, mais sur la confiance, tu as plus de chances de savoir où tu mets les pieds. Ça, c'est un premier point. Alors après, un deuxième point qui est assez drôle, c'est que puisque depuis que je suis petit, je m'étais un peu intéressé à des entrepreneurs, notamment à des entrepreneurs familiaux. Et qui, par exemple, comme modèle Alors, moi, ma marraine avait elle travaillait avec son mari en surgelé et plusieurs fois je suis allé les aider. Et je me souviens quand j'étais en classe prépa à Ginette, où nous on travaillait 10 heures par jour, 6 jours et demi semaine, je vais passer 3 jours pour les aider et je me dis mais ils bossent autant que moi en fait. Ils sont en classe prépa quoi. Et en même temps ça me donne envie. Donc je vois que c'est ça que j'ai envie de faire et je pose des questions. Je leur dis mais comment tu fais pour grandir plus vite? C'est quoi ton problème numéro 1? Et en fait, le truc qui revient, et j'ai repéré que c'est un truc qui revient tout le temps, c'est trouver des managers en qui tu as confiance, qui sont suffisamment autonomes et qui font le taf et qui restent. C'était leur problème numéro 1. Et donc, ça répond à ta question, en fait. Comment tu trouves des managers brillants, autonomes et qui restent? Tu les formes. 25 ans, tu les nourris. Bien joué. Tu avais ton centre de formation de tes futurs managers. Et donc, c'est marrent parce que j'y ai pas pensé, évidemment, pendant
Moi, je les ai formés pour qu'ils soient brillants, pour qu'ils soient travailleurs, qu'ils aiment ce qu'ils fassent un truc porteur de sens. Ouais. À aucun moment, je me suis dit, on va travailler ensemble. Et c'est eux, finalement, d'ailleurs, qui viennent. Alors, quand ils quittent les études, je les embauche dans la boîte précédente. Mais bon, je les embauche comme pour les former, en fait, pour continuer leur formation. Okay. Et quand on vend cette deuxième boîte, pendant le processus de vente, en fait, c'est eux qui disent, là, on recrée tous les 4. Okay. Et moi, je me disais, après la deuxième boîte, un an sabbatique, c'est bon, on va lever un peu le pied. Et en fait, pas du tout. On était en train de chercher la boîte suivante alors qu'on n'avait pas vendu la précédente. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu caché? C'est en fait, c'est ta famille, c'est le même socle, c'est la même presque vision du monde. Et est-ce que tu perds pas un peu de contre-pouvoir, de diversité dans le raisonnement? Est-ce que ça, c'est un risque que tu as déjà vu, une friction que tu as vue? Ou alors, finalement, ce n'est pas un sujet? Non, c'est un méga sujet. Ouais. En tout cas, qui fait ultra peur à des gens extérieurs en disant ça ne peut pas marcher. Alors, en fait, comment est-ce qu'on l'a géré? D'abord, il ne faut pas non plus idéaliser. Nous, on a été all-in tous les 4, c'est-à-dire qu'on a pris le risque ensemble de ne pas se payer tant qu'on ne pouvait pas se payer. Et donc, en fait, là, tu as un CDI non payé dont tu ne connais pas la durée. Ouais, c'est vraiment ça. Et ils sont tous les deux mariés. Et là, tu as leurs épouses qui travaillent. Okay. Et donc, tu vois la pression. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu passes par la vallée de la mort. Tu as ton produit qui commence à tourner. Tu perds tous tes contrats. C'est dur. C'est dur. Il y a un peu de tension, forcément. On a fait le mauvais choix. Merde, les vendeurs, ils ne vendent pas. Donc, les vendeurs, donc c'est moi et mon fils. Tu vois, je te regardais droit dans les yeux à ce moment-là. Et donc, on est passé par là. On est passé par la vallée de la mort. On est passé par les tensions qui ont été assez courtes finalement. Dans les boîtes précédentes, ça a duré plutôt 1 an, 1 an et demi. Là, ça a duré plutôt quelques mois, 6 mois, 9 mois. Mais c'est quand même 6 mois, 9 mois. Tu as les gens autour de nous qui se disent « Putain, vous mangez des patates, c'est dur, est-ce que vous allez y arriver ?» Et puis, quand tout à coup, tu es à l'équilibre, que tu as passé l'équilibre, que tu es cash flow positif, que tu te payes correctement, là, tout le monde dit « Ouais, bon, c'était sûr que ça allait marcher, c'était évident, c'était facile. » Non, on est passé par là et il faut être prêt à affronter ça. Ça, c'est clair. Après, ça, c'était la première question. La deuxième question que tu as posée, qui est une méga bonne question, c'est, d'ailleurs, je vais la rephraser, comment ne pas avoir un management incestueux ou, qui tourne en rond. Et en fait, on l'a assez bien résolu, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait tout pas comme les autres. Et donc, on fait même des trucs presque interdits. C'est-à-dire que nous, on dirige tout à 3. Donc, Carole n'est pas dans entre guillemets, le comité de direction. Elle est plus, justement, elle aime bien travailler dans sa bulle. Le quotidien, ça l'intéresse moins. Et donc, avec mes 2 fils, 1h30 toutes les semaines de stratégie. Donc, tout ce qui est opérationnel, on le gère dans d'autres réunions. 1h30 de stratégie. Mais comment on fait pour justement ne pas tourner sur nous-mêmes? Tout le monde a un coach. Et on l'a étendu, même à certains moments, Mathieu avait 2 coachs, on l'a étendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre stratégie, c'est que tous nos managers intermédiaires aient des coachs. Et donc d'avoir énormément de 109 extérieurs pour nous aider justement à toujours nous inspirer des meilleures méthodes, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, nos stratégies, etc. Et ça, c'est valable que tu montes ta boîte en famille ou pas. Alors pour le coup, dans le cas présent, c'est encore plus de valeur. C'est indispensable. Pour nous, c'est indispensable, mais c'est un très très bon conseil. Et je vois beaucoup de boîtes très très performantes qui ont intégré cette notion du regard extérieur, du regard un peu en hélicoptère, et qui, quelque part, s'achètent aussi cette compétence, cette vision 360 qu'un coach, pour peu qu'il soit bon et bien mindé business, peut pour le coup t'apporter. Et avec l'expérience, parce que moi j'ai eu des boards très structurés dans mes 2 boîtes précédentes, on a levé des fonds, on avait des VC, on avait des board members indépendants, donc on faisait le truc, je dirais, hyper classique, c'est pour ça que nous on fait l'opposé du truc classique, voire le truc interdit, mais en fait le board classique qui est considéré comme la bonne solution a des limites incroyables. Tu te vois tous les 3 mois, un board de 3 à 4 heures, t'expliques le business pendant 2 heures, tu fais une demi-heure d'administratif et 1 heure de stratégie. Donc, tu as 1 heure de stratégie avec des gens qui, en plus, tous les 3 mois et qui comprennent à peine ce que tu fais. En fait, c'est une blague. Tu vois, c'est-à-dire que soi-disant, c'est ça les bonnes pratiques.
Mais si tu veux piloter au niveau stratégique ta boîte, surtout comme nous, on est dans l'IA extrêmement challenging, même les nouveaux mots sont inventés tous les 6 mois, et si tu n'es pas sur la balle, et si tu n'as pas implanté le nouveau truc tous les 6 mois, tu es mort. On fonctionnerait avec un board classique. Ça va, tu auras un problème on aura de la vélocité catastrophe. clair. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de nos concurrents se mettent à faire du surplace, voire disparaissent de nos radars. Et à chaque fois, je me dis, c'est à cause de leur board. Ok. C'est une bonne conclusion pour cette partie-là. On parle de Lexi maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'attaquer à ce sujet-là? Alors, j'ai toujours été un fanat et toujours identifié comme le gars qui fait des bons comptes rendus, bien précis, bien léchés. Et justement ici, on résout ça. C'est la prépa. Ouais, c'est ça. Et on résout ce problème-là, qui est, alors ça c'est la base, c'est le nœud du problème en réalité. C'est ça qui est incroyable avec un outil d'IA comme Lexi, un IA note taker, donc un outil de prise de notes, c'est que le champ des possibles et de ce qu'effectivement est fait est immense. Donc on rentre très souvent par le gain de temps de ton compte rendu se fait tout seul. Bon, très bien. Mais après, tu te mets à poncer le sujet et ça te fait ta to-do list. Puis on a un petit Trello interne qui te permet en un coup d'œil de voir tout ce que tu as, justement toute ta to-do list des 5 derniers jours. Après, si tu es une équipe commerciale, là, tu as un champ des possibles incroyable. On peut donc checker automatiquement que tu suis bien la méthode. Tu as ton coaching neutre, personnalisé. Etc. Et ça continue. Tu peux faire de la formation. Pour un manager, il peut faire de la réécoute. Pour un manager, tu as 3 fois trop de réunions. Donc, le manager normal, il a 3 fois trop de réunions, ou on va dire, il a des réunions, en fait, il doit savoir ce qui s'est passé, mais il n'a pas le temps d'y aller. Tu envoies ton assistant, 2 minutes après, tu as le compte-rendu. Le gars qui est à la réunion, c'est moins bien ce qui s'est passé clair. que toi qui lis le compte-rendu et qui vois les actions à faire. En fait, très vite, ce que je comprends, c'est que tu t'es dit, il y a tellement d'usages possibles avec ce sujet de compte-rendu ou de captation de ces signaux faibles qui existent quelque part, c'est qu'il y a vraiment un business énorme à monter là-dessus. C'est de ça que tu es parti. C'est ça. De dire j'y vais. Ok. Nous, on a un sujet, comme tu le sais, c'est Vive la vente. Dans nos business, on est un peu aux premières loges de ce qui se passe en termes d'exécution commerciale. Bon, l'IA, on en entend parler partout. L'IA dans la vente, beaucoup. Je pense aussi parce que la vente part d'assez loin en France. La maîtrise des techniques de vente, la culture de la vente, l'excellence commerciale, on est quand même assez loin de la balle par rapport aux US. C'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui rêvent que l'IA règle tout et que simplifie tout, alors qu'en fait, ce que j'observe moi, c'est qu'elle te permet de monter ton niveau d'exigence, d'aller sur des sujets de précision, notamment avec l'IA Note Taker, mais que là où les gens pensent que ça va simplifier, je pense que ça amène un niveau de complexité, d'excellence du geste qui était un peu passé sous le radar. C'est quoi ta perception, toi, de l'impact de l'IA dans les applications commerciales, vraiment? Alors, déjà, je vais rebondir sur un post LinkedIn que tu as écrit, que j'ai beaucoup aimé, et qui disait, en fait, aujourd'hui, on veut que l'IA ou la transformation digitale fasse tout à notre place, mais on a complètement raté pour les commerciaux, que ça fasse tout à notre place pour les commerciaux, mais on a complètement raté la réalité du terrain, c'est que ces outils, c'est une aide pour faire ce qu'on a toujours fait et qu'on doit continuer de faire. C'est quoi? On doit continuer de faire des meetings one-to-one entre managers et ton équipe. On doit continuer de faire des trainings toutes les semaines. On doit continuer de réécouter tes calls. On doit continuer de suivre une méthode. Pour la personne, elle doit continuer de s'entraîner elle-même. Et ça, si tu le fais, l'IA ne va pas le faire à ta place. Elle va t'aider à le faire mieux. C'est ça. Elle va te libérer. Donc nous, on est un outil qui libère de la charge mentale, qui remplit ton CRM à ta place. Donc évidemment, ça te libère de la charge mentale. Ça donne tu récupères les signaux dont tu as besoin. Ça te fait ton coaching, etc. Mais ce que je viens de citer, on le faisait il y a 10 ans, on le faisait il y a 20 ans, on le faisait il y a 50 ans. Si on arrête de le faire, en tant que vendeur, on s'effondre. Et donc, c'est là où déjà il y a une incompréhension ou un mauvais usage. Ou une surattente peut-être. Ou une surattente qui est ça va le faire à notre place. Et parfois d'ailleurs, tu as des gens, ça ne le fait pas à ma place, bon je prends pas l'outil. Ouais, mais. Désolé, tu as quand même un job. Désolé, voilà, tu as un job et tu as de la valeur. C'est-à-dire que
Nous, et d'ailleurs c'est ça que j'apprécie énormément, une petite anecdote, il y a 3 ans, j'entendais des clients qui avaient 50 vendeurs ou 50 personnes en support et qui me disaient, moi, je fais rentrer Lexi si je peux supprimer 1 ou 2 postes. Je détestais. Je ne veux pas créer un outil pour supprimer 2 postes. Je ne l'entends plus. Ok. Donc maintenant, je pense que déjà, il y a un début de prise de conscience, en tout cas dans la vente, dans le support client, qu'on n'est pas là pour supprimer des postes, on est là pour libérer la charge mentale, faire gagner du temps, rendre les gens plus efficaces, plus performants. Et donc gagner plus d'argent et pouvoir embaucher. Donc ça c'est en train de rentrer. Et selon toi, qu'est-ce que les... Bon, l'IA, c'est une grande transformation. Alors toi, tu es dedans depuis longtemps, donc ce n'est pas un truc nouveau pour toi. Tu étais assez précurseur sur le sujet. Ceux qui débarquent un peu aujourd'hui, ils se disent tout bouscule, tout est bousculé, tout va changer. Est-ce qu'il y a, selon toi, quelque chose que les dirigeants sous-estiment dans la transformation que l'IA va opérer dans la vente? Un truc qui est dangereux s'ils n'en prennent pas conscience tout de suite. Tu l'as dit, là, il faut faire attention, les fondamentaux, ça ne va pas tout remplacer. Mais est-ce que tu as autre chose où tu te dis, là, il y a un piège? Et moi qui suis dans le sujet depuis longtemps, je pense qu'il est là. En tout cas, je viens de le dire, c'est-à-dire que si tu t'attends à ce que ça fasse le job à ta place, tu as droit à la catastrophe. Je pense qu'un autre piège, c'est d'empiler des outils que tu n'utilises pas tous les jours. Puisque tu ne sais plus les utiliser, ça devient des pertes de temps, etc. Moi, petite anecdote, on a des gros clients, des grosses boîtes qui vont nous dire on a fait 10 POC, donc Proof of Concept d'outils d'IA, 15 POC, et le seul qui reste à la fin, c'est Lexi. Donc pour nous, ils ne le disent pas de gaieté de cœur, parce que quand tu dis ça, tu te mets un peu à nu. Ouais. Ça veut dire que tu as terrible pour la négo qui vient. Que tu as merdé. Oui, c'est souvent. Mais c'est vrai que ça arrive de nous le dire avant qu'on ait fini de négocier. Et souvent parce qu'eux-mêmes sont en train de batailler en interne pour nous garder aussi. Mais en fait, c'est pour dire que, attention, effectivement, il y a beaucoup d'outils d'outils gadgets qui vont te rajouter du temps. On peut citer le CRM mal compris, mal utilisé, fait perdre du temps à une équipe. Un CRM bien utilisé, bien compris, fait gagner du temps. Et un CRM qui se remplit tout seul et qui est bien utilisé avec un bon pipe bien structuré, etc., fait gagner un temps dingue. Mais si ton pipe est complètement désordonné, que tu forces les gens à écrire des trucs dedans 2 heures par jour, et tu vas littéralement ralentir ton équipe. Et tu as le même challenge avec l'IA. Ok. Nous, on l'a vu quand on a renforcé notre proposition de valeur. Donc, nous, on aide les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux avec des équipes business bien recrutées, bien formées, bien managées. Ça, on l'a fait longtemps. Et on a rajouté une brique qui est bien outillée. Ouais. Notamment avec l'acquisition d'un intégrateur CRM et qui va aussi nous aider à développer des outils IA. Parce qu'on voit bien que tout est lié, en fait. Moi, j'entends très souvent des dirigeants commerciaux dans les ateliers que j'anime pour eux qui me disent « Mais est-ce qu'il y a une recette magique pour que le CRM soit enfin rempli ?» Et rempli, deuxième niveau, des bonnes informations. Parce que parfois, c'est du pur remplissage et il n'y a pas les bons éléments. Ce que moi, je trouve extraordinaire, parce que pour le coup, on est utilisateur de ta solution, c'est le fait que c'est en temps réel entre le rendez-vous il est fait, le transcript il est fait, il vient paramétrer les champs du CRM. Je pense qu'en termes de charge mentale, et tu l'as dit tout à l'heure, pour un dirigeant commercial, pour la qualité de la data, c'est extrêmement game changer. Donc, moi, je n'avais pas en tête que cet outil de note taker permettrait de résoudre cette problématique du CRM, qui est un énorme caillou dans la chaussure dans les boîtes, quoi. Donc ça, merci pour cette feature. Tu fais gagner du temps à tout le monde et économiser quelques cheveux blancs aussi. Je dis souvent que dans la vente, contrairement à ce que les gens croient, les deals, ils ne se perdent pas au closing, ils se perdent avant, et souvent dans la découverte. Les outils, et notamment le tien, permettent de mettre en lumière quelque chose qu'on a trop mal regardé pendant très longtemps, c'est la qualité du questionnement, la qualité de la découverte. Qu'est-ce que, selon toi, une solution d'IA note taker permet de voir mieux qu'un bon manager qui ferait de l'écoute de call ou qui se mettrait à côté de son commercial quand il fait sa découverte? Ouais. Question difficile. Je ne sors pas mon joker. Mais alors, déjà, je te rejoins sur le premier constat. Et moi, j'essaye vraiment de transmettre à mon équipe le one call closing. C'est-à-dire? Donc,
le one call closing, c'est qu'en réalité, presque tous tes deals, tu peux les gagner le premier call. Alors, tu vas me dire, bah non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie, Xavier. Voilà. Si c'est un marché public, il va falloir que tu lances ton offre, etc. Mais la réalité, c'est que si tu as été suffisamment bon, tu as suffisamment mappé déjà dans le premier call, etc., fait une très bonne découverte et expliqué que tu as la meilleure équipe de support après, expliqué un certain nombre de choses, tout ça dans un temps très court, la personne en face te dit « Ok, je veux bosser avec eux ». Et après, c'est des calls de validation. Toi, tu le vis comme « Ok, c'est le R2, maintenant on va parler feature, puis on va lever les objections, puis c'est le R3, on va parler prix, etc. » Mais en vrai, même un call, pour ceux qui font de la vente complexe et qui ont au minimum 3 à 7 calls, le premier, tu peux avoir retourné le cerveau en fait, de la personne en face. Tu connais cette phrase-là? Tu n'as qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ouais, c'est ça. Alors, c'est le film iconique sur la vente avec Poulvord, mais en fait, c'est loin d'être stupide ce qu'il raconte. Oui. Et tu le reprends un peu sous une forme différente, quoi. Okay. Avec le One Call Closing. Donc, c'est un livre, le One Call Closing. À chaque page, c'est des punchlines. J'ai beaucoup aimé. Et moi, j'ai vu une fois un client qu'on a un peu accompagné parce qu'on était au tout début de Lexi. Et donc, on donnait en plus de l'accompagnement gratuit. Et il vendait en 2 ou 3 calls, alors qu'au premier call, j'ai écouté avec le client ces calls, et je lui dis, mais pourquoi tu ne lui as pas demandé de t'envoyer tous les documents? Et il était chaud là. Et donc, on a retourné, on a demandé à tous ces sales, ils étaient 6 ou 7 sales, objectif, tu dois avoir les documents qui signifient que le client, si tu as envoyé ces documents, sa carte d'identité, etc., c'est qu'il est OK. Et ils sont passés à 15 à 20% du premier coup. De 0 à 20% des calls gagnés au premier coup. D'accord. Et donc, en fait, on a des blocages mentaux incroyables. Donc là, c'était hyper concret, tu pouvais le mesurer. Évidemment, si tu fais de la vente complexe, ils ne vont pas t'envoyer les documents ou le contrat signé le premier coup. Mais je vois l'esprit, en tout cas. C'est ça. Donc, ça, c'était le premier aspect de ta question. Et le deuxième, où je suis limite joker, qui est de dire qu'est-ce qu'on va voir que l'humain ne voit pas. Alors, en fait, oui, on voit des choses. Exemple, moi, j'aime bien dire, alors, je vais faire mon petit… tu as une méthode à suivre, ceux qui et qui marche. Tu suis la méthode, ça marche. Alors après, tu vas avoir les meilleurs, les moins bons, etc., qui suivent la méthode. Mais si tu suis la méthode, tu es déjà tout de suite, on va dire, à 12 sur 20, et puis surtout, les deals, tu les empiles. Un outil comme Lexi, tu fais un petit scorecard, et tu vois très bien ce que tu ne suis plus dans la méthode. C'est neutre, et en fait, il y a des gens qui fonctionnent bien, et qui vont drifter. Tiens, tel truc, je ne pose plus la question. Tiens, tel truc, je ne pose plus la question. Je donne des exemples concrets. Nous, dans notre secteur, c'est des questions gagnantes obligatoires. C'est qu'est-ce qui vous empêcherait de démarrer tout de suite? Ou pourquoi pas mettre toute la boîte? Tu ne poses pas ces questions, ils vont mettre 10% de la boîte au lieu de tout le monde. Okay. Et ça drift. Ça a un impact direct. Et ça, le gars est très bon. Tu as le manager qui écoute un ou deux calls, il ne va pas s'en rendre compte. Puis tu as les biais humains, alors tu as moins avec ça, pour le coup. Alors que clairement, la machine, elle te dit, tiens, là, tu fais plus tel et tel truc, et ta performance baisse. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que chez nous, on est grosso modo moite-moite garçon-fille. La montée en puissance est, on va dire, similaire. Mais très souvent, les profils, alors c'est vrai qu'en plus, tu as un petit avantage en vente quand tu as un profil féminin. Parce qu'ils sont plus rares en plus déjà. Ils sont plus rares, ils ont ce côté un peu plus empathique et tout, mais ils sont aussi plus réguliers. Ils vont moins se dire, non, mais je sais faire maintenant, j'ai plus besoin de la méthode. Non, ils se disent, je sais faire par la méthode, je continue la méthode. Clairement. Là où nous, les mecs, on va être un peu plus, c'est bon, je sais faire. Je sais faire. Et en fait, tu oublies un petit truc, tu dis, non, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Sauf que ça drift. Tu disais tout à l'heure, chez des clients, tu as écouté des calls, tu as fait tes recos, donc tu en as écouté plein. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un commercial moyen et un commercial très bon? Alors, de nouveau, question difficile, mais bon, on peut voir quelques tendances que nous, on a largement observées chez nous, en tout cas, et éventuellement quand on nous demande de l'aide. Moi, je dirais un premier truc, c'est la reformulation. C'est hyper intéressant parce que
la reformulation, ça passe en règle générale sous les radars. Tu suis une méthode, il n'y a pas dans la méthode la reformulation. C'est les liants entre tes différentes étapes du discovery, de lever des objections, etc. Alors que reformuler, ça nécessite plusieurs skills. Tu dois écouter, tu dois mettre un silence, et tu dois redire avec tes mots ce que le gars a dit, et tu dois de nouveau mettre un silence pour voir s'il ne veut pas creuser le sujet. Et si tu as dit « Ok, j'ai compris », tu n'as rien compris en fait. Et d'ailleurs, le gars ne sait pas ce que tu as compris. C'est bon, ok, c'est ça vos problèmes. Non, il n'a aucune idée de si tu as compris les problèmes. Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne sais pas si tu as compris les problèmes qu'il vient de te citer. Donc, tu dois absolument reformuler avec tes mots, dans la disco typiquement, les problèmes, les solutions qui l'intéressent. Quand tu poses, donc ça c'est le premier point. Deuxième point. Ça te permet, pour le coup, je te coupe, ça te permet de rester bien synchronisé avec ton prospect. C'est-à-dire pas passer à l'étape d'après. Ouais. La reformulation qui, dans l'esprit de beaucoup, c'est un peu OK, bon, c'est de la redite, c'est de la paraphrase. Non. C'est méthodique et c'est ce qui permet que les gens, à un moment donné, fassent oui de la tête. Et la vente, c'est un peu la collecte du oui. Et vaut mieux qu'avec la synchronisation et la reformulation, ils puissent te dire non, vous n'avez pas compris. C'est pas tout à fait ça, plutôt que de te retrouver à la fin de ton deal avec 50 objections qui sortent parce que juste, tu n'as pas formulé et checké. Tu n'as pas compris. Okay. Les personnes vont rebondir. Ça va les aider à rebondir un sujet puis un autre. Et le deuxième point, moi, qui est un peu un de mes dadas, c'est ce que j'appelle les questions gagnantes. De nouveau, en fait, il faut avoir une panoplie de questions gagnantes, les sortir au bon moment, qui sont pareil, les liants entre une méthode qui marche bien. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à travailler, à noter des questions gagnantes qui font la différence. Par exemple, typiquement, si tu es un SaaS comme nous qui peut équiper toute une boîte, la question gagnante, c'est pourquoi vous ne mettez pas toute la boîte. Mais tu ne poses pas la question, ils ne vont pas le mettre. Tu vois, ils ne vont pas t'en demander plus. Ils vont mettre leur équipe, tu vois, égoïste, j'équipe mon équipe. Moi, je vois beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à scaler. Parce que commercialement, quand ils veulent passer l'échelle de 10 à 50, ils ont un problème, c'est qu'ils sont dans une culture de l'oralité et la méthode se dilue, l'efficacité se dilue. Et donc, ils empilent des sales, mais leur ratio de productivité qu'ils avaient à 10, ils les perdent quand ils passent 20, 30, 40, 50. Quels sont les bénéfices que tu as identifiés très clairement sur l'aide que l'IA peut apporter et l'IA de prise de notes, celle qui est la tienne, peut apporter sur ce scale pour maintenir ces bons ratios d'efficacité et de productivité. Donc, alors, en fait, je vais rester dans la veine de ce que j'explique, c'est-à-dire que nous, parce qu'on le vit aussi, là, actuellement, on recrute un sales par mois, parfois 2. Pas avec nous, a priori, mais bon, ok, d'accord. Alors, c'est ma femme qui fait tout. Excuse-moi, mais je veux bien ses coordonnées et ne le prends pas mal. Pardon, vas-y. En fait, on est un vrai bootstrap, puisqu'on a réussi à s'autofinancer. Maintenant, on est cash flow positif. Les clients, on a 30% des clients qui nous payent annuellement. Donc, ça fait avec une très forte croissance. Donc, on est autofinancé. Et on a les inbound leads en plus. On est un peu un ovni, comme je le disais déjà tout à l'heure, avec 3 personnes dans un comité de direction. Et donc, pour réussir, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu un moment, paf, on s'est dit, purée, ça y est, on y arrive. Exactement ce que tu viens de dire. On a une dilution de la connaissance, de l'efficacité. Nos sales sont plus on target. Attention. En tout cas, certes, on a plus que 50% des sales on target. Attention. Et là, le premier truc qu'on a fait, c'est de mettre du management intermédiaire. OK. Et aujourd'hui, on va voir, en tout cas, on a l'impression que 4-5 par équipe, hyper efficace, parce que ça permet, et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, de continuer, en fait, d'avoir énormément d'humains. Donc, pour que les sales fonctionnent bien, c'est one-to-one toutes les semaines, pipe review toutes les semaines, coaching toutes les semaines, donc avec des personnes extérieures, ou notamment Mathieu, mon second fils, extrêmement bon coach de vente. Les sales qui doivent s'auto-coacher avec justement l'IA et réécoute de call ensemble. Okay. Chaque semaine, et on le maintient. C'est-à-dire que quand le sales se fait défoncer sur un call, de façon sympathique, mais quand même. Et en fait, il s'auto, il est aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Il est ultra motivé.
pour que le prochain, ce soit un exemple, quoi. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que au début, tu es là, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas suivi la méthode? Pourquoi j'ai pas posé la question? Et après, tu le fais, tu as envie de le faire, c'est spontané. Okay. Maintenant, l'IA, évidemment, elle va t'aider dans toutes les étapes que je viens de citer. Okay. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'IA, on est comme il y a 50 ans, tout est long et laborieux et fatigant. Ouais. Le fait que, notamment avec un Lexi, on t'a rempli automatiquement le CRM, que pour réécouter, c'est hyper facile, que tu puisses choisir d'ailleurs facilement les bons calls à réécouter, que l'auto-coaching se fasse tout seul, c'est ça qui fait que ces réunions sont hyper efficaces, sont rapides, pas trop chronophages, et les jeunes le demandent en fait. Ouais, et puis sur ces jobs de management, c'est toujours un peu la course après le temps. En fait, tu vois, quand les process commencent à glisser dans les équipes commerciales, la première réponse, ouais, mais écoute, j'ai pas le temps, je suis sur le business. Donc là, en l'occurrence, je trouve ça super. Et tu viens de dire un truc intéressant. Tu as dit les jeunes commerciaux en redemandent. Et moi, je le vois, je l'observe dans les attentes des candidats commerciaux qui ont changé. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leur employeur sur qu'est-ce qui est mis à ma disposition pour que je progresse vite. Là où avant, les questions, c'était un peu, il y a 30 ans, c'était c'est quoi la marque de la voiture, après ça a été, il y a combien de jours de RTT, et puis après il y a combien de jours de télétravail. C'est un peu classique, on les a tous entendus dans les process de recrutement, ça nous échauffe plus ou moins les oreilles, mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, c'est clair, c'est que moi je le vois, les questions que nous posent les candidats, c'est qu'est-ce qui est mis en place en termes de processus, d'accompagnement managérial, d'outils pour que je progresse vite. C'est ça. Parce qu'ils ont conscience que c'est plus difficile et que leur seule bonne volonté, leur seule énergie ne va pas être suffisante. Donc ça, c'est un message pour les dirigeants commerciaux qui nous écoutent. Le niveau d'exigence des collaborateurs vis-à-vis de ce que vous leur proposez, il est en train de monter d'un cran. Et vous ne vous trompez pas, si vous n'êtes pas, vous, bien équipé au niveau, les meilleurs, ils n'iront pas chez vous, ils iront ailleurs. Mais en fait, ça reste un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui tournent où tu vas voir le profil typique d'un sales, c'est quand même quelqu'un qui a de l'ego, qui est assez individualiste, qui est travailleur, qui fonctionne à l'adrénaline et à la com. Et donc, tu peux te retrouver avec des équipes où, en fait, les gars sont hyper autonomes et dans leur tête, le concurrent, c'est le sales qui est à la table à côté. Et donc lui, comment est-ce qu'il fait pour progresser? Il est coincé. Et il y a plein de boîtes qui continuent de fonctionner comme ça. Tu rentres dans une boîte comme ça en tant que sales, c'est un enfer en fait. Objectivement, c'est pas cool. Et tu n'y restes pas d'ailleurs. Et tu n'y restes pas. Et donc nous, on voit des sales d'ailleurs qui arrivent chez nous, qui ont vécu ça. Là où nous, la promesse, c'est on va te faire monter en 3 mois aux objectifs des autres. Et après, si tu es bon, tu vas les dépasser, etc. Mais c'est 3 mois quoi. Ouais. C'est pas un an. Ouais. Et alors qu'il y a plein de boîtes où, comme tu es énormément laissé à toi-même, tu as un peu que j'allais dire les sharks, en tout cas que les super autonomes qui survivent. Et globalement, ça abaisse le niveau de ta boîte. Donc c'est bon pour personne en fait. Clair. Et puis moi je le vois sur des fonctions SDR qui ont été très très plébiscitées dans des startups très financées, qui couraient plutôt après l'attraction plutôt qu'après la rentabilité, et où clairement le deal à la base, on disait au SDR, tu vas faire 2 ans que du call, que de la prise de rendez-vous, et au bout de 2 ans, si tu es bon et si tu es toujours là et que tu as encore un peu envie, tu passeras sur le côté un peu sympa du job. C'est quand même terrible de dire la réussite de ton job, c'est que tu ne le fasses plus. Et je pense que le fait tu plafonnes assez vite sur des calls en fait. C'est toujours un peu les mêmes choses, la conviction, l'énergie, les bonnes questions. Et que raccourcir ce délai de devenir très bon pour passer à l'étape d'après très vite, c'est hyper important. En tout cas, je considère que les meilleurs candidats, ils sont très impatients de prendre l'intégralité du cycle de vente. Et donc, plus ils sont coachés, plus ils sont accompagnés pour être bons sur chacune des étapes, plus tu développes le potentiel et plus tu en retires les bénéfices finalement. Je trouve ça presque stupide d'avoir ces modèles complètement bloqués, fermés. Tu vas faire 2 ans de ça jusqu'à t'en dégoûter et après, t'inquiète pas, tu ne le feras plus jamais parce que tu seras à compte exécutif. J'ai un peu du mal avec ces modèles-là qui ont marché à certains endroits, qui marchent un peu moins aujourd'hui, je pense. Je le vois, en tout cas, je le constate. Donc, dans un modèle SaaS, dans une vente comme celle d'une solution SaaS, on l'a dit tout à l'heure, l'importance, le focus sur la phase de discovery, où c'est souvent là que ça se joue. C'est quoi les 3 choses que tu vois, toi, chez les meilleurs sales
sur la phase de discovery. S'il y avait 3 points en particulier sur cette phase clé, quels seraient-ils selon toi? L'écoute. Donc l'écoute pour reformuler. Donc dans la discovery, c'est là que ça pêche. En règle générale, si tu suis par exemple des méthodes comme Spin, tu es hyper bon là-dedans. C'est le point fort. Tu vas vraiment être bon, poser les bonnes questions et tout. Mais de nouveau, si tu reformules pas correctement, si tu n'écoutes pas suffisamment, c'est-à-dire que mentalement, tu dois être en mode vraiment. Les antennes écouter, bien dehors. C'est ça, les signaux faibles. Ouais. Voilà, ça c'est le premier point. C'est vrai qu'un deuxième point que je dirais, c'est qui est souvent sous-coté, c'est que tu as l'impression qu'en face de toi, vu qu'il est là, tu as le décideur. Tu dois tout le temps être à l'affût de qui décide. Et ça peut assez facilement, si tu suis une méthode médic, ça ne peut pas arriver parce que là, tu es tellement drivé dans je dois savoir qui sont les décideurs. Maker, bien sûr, hein. Là, tu es bon, mais il y a peu de gens finalement qui suivent les méthodes style médic ou medpic, qui est un peu réservé à de la vente complexe et longue. Beaucoup de boîtes, ça va être des ventes en 2 ou 3 meetings. Mais en réalité, vraiment trouver le décideur, même pour 1, 2, 3 meetings, c'est tellement crucial. Mais ouais, c'est crucial. Tu perds énormément de ventes à ce moment-là. Et probablement, je vais redire aussi, c'est que si tu n'es pas en mode, je veux que le gars, à la fin du premier call, il travaille avec moi, en fait, tu perds de dingue. Alors, les Américains, je suis souvent agacé. Donc ça, régulièrement, je fais exprès de découvrir des nouveaux outils américains, parce que eux, en termes de méthode, on disait, on a un décalage à la fois culturel et puis de niveau. Aux États-Unis, ils appliquent typiquement une méthode médic ou des méthodes équivalentes de façon extrêmement scolaire. Et pour moi, souvent trop scolaire. Presque trop, ouais. Mais oui, le premier meeting, tu es avec un gars qui ne fait que de la découverte, qui ne va pas te présenter une seule fois l'outil, ça m'agace. Je me dis, mais j'ai déjà plus envie. On est tellement à l'opposé du one call closing, tu vois. Donc il y a quand même, faut trouver un juste milieu. J'aime bien l'idée que l'humanisation de la méthode est aussi vachement importante. Tu vois, là, en l'occurrence, tu prends ces exemples de gens qui sont presque caricaturaux dans la méthode pour la méthode. Et à mon avis, ce qui est loupé chez eux, c'est un peu cette empathie, cette écoute de l'autre, qui fait qu'à un moment donné, il faut changer un peu ta méthode pour lui donner un minimum envie d'aller voir la suite. Moi, ce que je vois souvent dans les entreprises SaaS, c'est que l'obsession du CEO, c'est l'acquisition, c'est le newbies, nouveau client. Alors qu'on sait que dans la durée, il faut bien regarder sa capacité de rétention, sa capacité de cross-sell, parce que c'est ça qui, à un moment donné, fait monter ton MRR et ton ARR de manière plus linéaire et pas saccadée en escalier. Est-ce que tu as des conseils ou une méthode made in Lexi pour que les clients que tu ouvres, ils restent, ils se développent et ils fassent grandir ton business de manière incrémentale? Alors déjà, en fait, c'est hyper intéressant. Je suis bien concentré sur cette question. Tu n'as pas cité un métrique vital et qui, en règle générale, est littéralement incompris par les head of sales. C'est le taux de conversion. Tu as parlé de croissance, de nouveaux clients, de rétention, d'upsell, qui sont évidemment clés, mais au milieu, il y a un truc qui est le taux de conversion. Je m'explique, ça m'est arrivé de prendre presque la tête avec des head of sales qui ne pigent pas, ou dans mes équipes précédentes. Là, on peut te dire que chez Lexi, on le pige très très bien, et on a un œil dessus. Donc c'est quoi le taux de conversion? C'est que tu as des leads qui arrivent pour un sales, tu as des leads qui arrivent pour un deuxième sales. Comment il va convertir voilà. Et en fait, ce qui se passe classiquement, si tu ne fais pas gaffe à ça du tout, c'est que certains sales vont consommer 2 fois plus de leads et ils vont s'arranger pour qu'ils aient 2 fois plus de leads. T'inquiète pas, ça va s'organiser, ça va et ils feront les mêmes chiffres que leurs voisins. Donc pour toi, tout va bien. Mais quand tu réfléchis à ces leads perdus qui sont ta croissance en fait. Bien sûr. Ouais. Là, tu viens de perdre un sales. Pour ne rien changer. C'est les mêmes coûts, c'est les mêmes tout. Et puis tu as un coût d'acquisition client qui là est très impacté. Qui est toujours là. Et donc la perte que tu as à ne pas suffisamment surveiller
donc voilà, il faut le surveiller, il faut le traquer. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est en train de consommer plus de leads ou le marché qui te... parce que c'est aussi un indicateur. Nous, on est sur 5-6 pays. Il y a des pays où justement notre taux de conversion n'est pas bon du tout. Pourquoi? Et c'est un indicateur de dingue. Alors que si tu regardes juste le chiffre d'affaires, de nouveau, tu le vois On pas. est bien d'accord. Et au moment où tu te dis pourquoi, donc si c'est un sales, bah, c'est de la formation, ça n'arrête pas. C'est comme ça que tu vas le faire step up. Me suivre la méthode, être plus exigeant, etc. Si c'est un pays, bah, c'est que tu as un truc que tu as raté. Par exemple, faut que tu appelles avec un numéro du pays. Et donc déjà, ça fuite au début. Mais il peut y avoir, si dans ton équipe, tu as quelqu'un qui parle beaucoup mieux anglais et que ce n'est pas lui qui prend les anglais, bah, tu as sûrement des petites choses que tu peux changer. Ou il faut que tu as repéré que le pays où ça fuite de malade, bah, c'est parce que tu n'as pas de natif dans cette langue. Bon, bah, le prochain set, tu veux absolument qu'il parle une langue de plus dans ton équipe, quoi. Donc, analyse très fine du taux de conversion. Ça, c'est absolument vital dans ta machine de vente, je suis d'accord. Une fois que tu as tes clients, pour éviter que ça churn, parce que c'est souvent un enjeu des solutions SaaS, c'est que les gens, une fois que l'abo il est terminé, bah, ils changent. Vous êtes nombreux sur ce marché, les innovations, il y en a beaucoup. Il y en a toujours un qui a la feature en plus. Il y a une guerre des prix qui est très forte. Comment tu t'assures que ces efforts pour faire entrer des clients, ils soient pérennes et que dans la durée, ça fasse grandir ton business, quoi. Bah, moi, je dirais, alors, méga sujet pour nous. On a un SaaS, méga sujet. Je dirais jusqu'à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Le churn négligeable, donc on l'a négligé. Depuis 6 mois, pas négligeable, tu es à 4 millions. Tu commences à le voir. Et alors, on l'a anticipé déjà maintenant depuis 1 an. C'est-à-dire qu'on est littéralement passé de 1 personne en équipe support à 10 dans l'année. Okay. Ce qui est un peu trop dans l'absolu, mais qui en réalité n'est pas du tout trop parce que justement, c'est un de nos énormes chantiers actuels de comment vraiment mieux servir nos clients, mieux leur apporter de la valeur. En fait, en SaaS, tu es habitué à ne pas parler à des humains. Déjà, parler à un sales, c'est déjà pas mal, mais parler à un support, ça n'existe pas. Et donc, nous, on veut prendre ce contre-pied. En tout cas, vraiment, là, on met le paquet. On se dit qu'un jour, sans doute, on vendra le service, mais pour l'instant, c'est lointain. Okay. On n'est pas pressé. Et ça permet déjà deux acquis incroyables. C'est qu'on fait énormément remonter d'infos sur... mais tous les jours, on a 4 ou 5 infos sur les features à améliorer, les petites frictions, etc. Et là, derrière, en fait, il y a une vertu incroyable en sales. C'est-à-dire que donc, on a commencé à créer des binômes. Tous nos sales ont toujours un binôme, comme maintenant... On n'est pas pour du 1 pour 1, mais ils ont vraiment leur binôme. Et derrière, en fait, petit à petit, tu peux commencer à infléchir ton discours de vente en disant une fois que vous venez avec nous, voilà ce qui va se passer avec notre équipe sales. Les mecs, ils sont là, mais ça existe. Avec notre équipe CSM, ça existe des gens, des vrais humains qui vont m'aider, qui vont m'apporter de la valeur, qui font que l'IA qui fait peur, est-ce que je vais savoir le développer, etc. Ça rassure. Et donc, non seulement tu vends un produit, la résolution d'un problème, mais tu vends aussi une équipe. Et comment tu fais pour maintenir cette fameuse culture de boîte quand tu rajoutes des rôles qui n'étaient pas là quelques mois avant? C'est aussi un des enjeux du scale, c'est tu as des messages qui sont adaptés à des populations, sales, on fait rentrer des clients, puis d'un seul coup, tu as une équipe qui arrive, qui est plutôt sur l'expérience client, le cross-sell. Est-ce que la culture, tu dois la changer? Est-ce que tu les fais rentrer dans ta culture? Comment est-ce que tu as géré ça? Donc j'avais dit que ça allait être un peu un fil rouge. En fait, la culture d'entreprise, je l'ai découvert sur le tas, dans la douleur, dans ma première crise de croissance, dans ma première boîte. Et après, vraiment, on l'a intégré. Un truc quand même très révélateur, c'est-à-dire que on est dans la cuisine il y a pile 4 ans. On vient d'avoir l'idée de faire un IA Note-Taker, mais c'est vraiment ça. C'est en novembre, octobre-novembre, il y a 4 ans. Et tous les 4, on passe 3 heures à parler mission, vision et à prendre des notes. Mission, vision, Tu prends des notes ou tu as une IA qui tourne pour prendre des notes à ce moment-là? Ça n'existait pas encore. Et ouais, ça n'existait pas encore. Ouais. Donc on prend vision, des notes. Mission, culture. Donc le why, etc. Et culture. Okay. Donc 4 points. Et puis objectif des actionnaires, 5 points en fait, des actionnaires de la boîte qu'on va créer, elle n'est pas créée, voilà. Et donc c'est quand même le tout premier point
qu'on couche sur papier. Premier point. Hyper important. Tous les ans depuis, on la revisite. Au départ, entre nous. Mais derrière, en fait, ça se décline. C'est-à-dire que dans les CV, si on sent déjà que lui, ça ne correspond pas à notre culture. Donc, on a fait un choix aussi sur les sales. Donc, le super bon sales arrogant qui défonce tout, qui écrase tout. Pas chez toi. Pas chez nous. Ok. Donc, on se coupe de... Et ça va être pareil pour le super bon IT, qui est le meilleur de la classe, mais qui défonce tout et qui écrase tout, pas chez nous. Donc, on le décline chez tous les métiers. On cherche des gens qui vont s'intégrer, qui vont... Et avec nos piliers de la culture, qui sont l'entraide, le travail en équipe, le fait de partager, le fait de s'écouter. On a rajouté une 5e valeur dans la culture d'entreprise qui est assez incroyable, que j'ai récemment, donc ce n'était pas pendant les 25 premières années, j'ai découvert que dans la culture occidentale, l'opposé de la jalousie n'existe pas. C'est un concept, il n'y a pas de mots. Quand il n'y a pas de mots, c'est pas... S'il n'y a pas de mots, c'est signifiant. C'est signifiant que l'opposé de jalousie n'existe pas. C'est quoi l'opposé? C'est se réjouir sincèrement de la réussite de quelqu'un, du succès, du cadeau qu'il a pu avoir, etc. Se réjouir sincèrement. Ça n'existe pas comme mot. Et tu l'as mis dans tes... Et on l'a mis comme étant un de nos 5 piliers. Okay. Et derrière, en fait, l'idée, c'était attention, comparaison, poison, tous les petits trucs qui font que progressivement, ça se délite. Un autre truc, c'est le Sunshine Test, hyper important pour les sales. Tu vas voir comment. Alors, le Sunshine Test, c'est tu dois pouvoir, donc mise à la lumière de ce que tu dis. Tu parles de quelqu'un qui n'est pas là, tu dois pouvoir redire la même chose s'il était là. Quand il est là, ouais. Tu écris quelque chose dans un mail sur quelqu'un, tu dois pouvoir, si ça fuite, tu dois pas rougir de ce que tu as écrit. D'accord. Et ça, c'est pas évident. Mais on l'a mis vraiment comme dans nos valeurs fondamentales. Et donc concrètement, moi, si j'ai par exemple un sales qui raccroche en disant, qui s'énerve sur le client après avoir raccroché, nous directement on le reprend en disant, tu serais prêt à dire ça au client? Non, bon, on ne le dit pas. Okay. Et donc interdiction de critiquer vertement nos concurrents entre nous, hein, par écrit, etc. Interdiction de critiquer vertement mais interdiction bien intégrée, c'est-à-dire que dans le respect, il nous a énervé, ok, t'as énervé, mais tu ne vas pas le défoncer devant tout le monde. Parce que tu commences à le faire sur un client qui a fait de la merde, puis tu le fais sur ton concurrent, évidemment, puis tu le fais sur ton camarade. Mais évidemment, tu vois, ta limite... Alors que si tu es dans le respect, tu as une culture tellement plus agréable. Ouais. Et qui doit être véhiculée, retranscrit par le manager intermédiaire, tu en parlais tout à l'heure. C'est ça. Et ça me permet de faire la jonction avec une question qui se pose chez beaucoup de managers que je rencontre, c'est comment est-ce que l'IA va changer mon rôle, moi, de manager intermédiaire, de coach? Est-ce que ça va me remplacer? C'est quoi ta vision, toi, de l'impact de l'IA dans cette relation manager-manager? Pour moi, déjà, ça te libère du temps de la charge mentale, donc c'est extraordinaire. C'est positif. Quand tu peux la faire travailler dans ce sens-là. Maintenant, il y a toujours des petits côtés flippants. Surtout si demain il y a des robots qui arrivent, des choses comme ça. C'est-à-dire que le futur moyen et long terme, dire que c'est pas inquiétant, que ça fait pas flipper, oui, c'est inquiétant, oui, ça fait flipper. Mais je dirais le quotidien là à court terme, lui, l'IA clairement aujourd'hui peut pas que te faire gagner du temps. En fait, l'erreur, c'est que les gens cherchent à gagner du temps avec l'IA. Mais pourquoi faire? Tu l'utilises où ce temps? Ouais, déjà, comment tu l'utilises? En réalité, il faut tout de suite faire des choses que tu ne faisais pas avant ou les faire mieux. Donc, tu dois continuer de faire du coaching, de faire du one-on-one, etc. Mais dans ton coaching, tu n'étais pas capable de faire du coaching en sachant, par exemple, ce que le gars faisait vraiment. Maintenant, tu peux le faire. Et donc, il faut le faire. Donc, tu dois faire du coaching avec des informations factuelles, beaucoup plus complètes. Et donc, tu vas être bien plus efficace. Donc, moi, c'est comme ça que je vois l'impact. Et de nouveau, l'erreur
stratégique habituel, c'est ça va faire à ma place. Ok. Chaque fois que tu cherches une IA qui va faire à ta place, en général, c'est les projets qui vont foirer, quoi. À quoi ressemblerait, selon toi, une équipe commerciale d'élite en 2030? Il faut les bons outils, il faut les bons d'accord. managers. On est Donc d'accord. moi, je dirais, en fait, on va faire une synthèse de ce qu'on a dit. C'est-à-dire, il faut des managers intermédiaires, hyper sur la balle, motivés, formés, des bons outils qui te font, qui te permettent d'aller plus loin sur tous les sujets qu'on vient de citer, de coaching, de remplissage de CRM, d'information, de knowledge management. Moi, je dirais, si tu veux une équipe d'élite, il faut qu'ils aient un training d'élite. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on observe un effondrement du niveau des jeunes qui sortent de l'école. Comment on a un petit pool de stagiaires tous les 6 mois. Alors, on est à Bruxelles et on a cette petite chance assez marrante, c'est que les équipes, si tu es étudiant dans une école de commerce, tu as un stage obligatoire de 6 mois à l'étranger. Donc, on a un pool de 40 000 étudiants qui cherchent tous les ans, qui sortent des meilleures écoles et qui cherchent un stage. Et nous, on offre une formation incroyable, puisque déjà, quand on embauche un CDI au bout de 6 mois, il est aussi bon qu'un autre CDI. Donc, quand on prend un stagiaire, au bout de 6 mois, il est aussi bon qu'un CDI. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme stage. Et nous, en 3 ans, donc l'IA est arrivée il y a 3 ans, on a vu un effondrement, puisqu'on a le même échantillon, les mêmes écoles, les mêmes boulots à proposer, les mêmes CV et les mêmes critères. C'est flippant ce que tu racontes là. L'effondrement? Ouais, littéralement. Et sur quel genre de critères? Et en fait, typiquement, c'est sur... je vais donner 2-3 anecdotes, mais le gars fait un stage avant. Il t'explique un petit peu ce qu'il a fait. Tu trouves ça un peu flou. Tu poses des questions précises et il te dit « je ne me souviens plus ». Ah vache. Et parce que tout est dans l'IA. Il n'y a plus besoin de se souvenir. Il n'y a plus besoin d'apprendre. Je me pose une question, c'est dans l'IA. Ouais, mais bon, si tu n'apprends plus rien... c'est du vide qui veut contrôler quelque chose qui est plein, tu vois. Et donc il y a cette espèce de mon second cerveau, c'est l'IA. Donc j'ai plus besoin de nourrir mon premier cerveau. Et je rebondis là-dessus. Moi, je le vois dans les mises en situation, dans les use cases qu'on fait faire aux candidats, dans les processus de recrutement interne ou pour nos clients. On ne leur envoie plus rien pour qu'ils le fassent chez eux. C'est fini. Parce qu'on sait que c'est pas eux qui vont le faire. On leur fait faire en live. Bon, on leur donne le cas, ils le bossent, on les fait écrire. Moi, j'ai besoin de savoir si les gens ils savent écrire avec un stylo. Parce que c'est trop facile, sinon après les gens ils écrivent n'importe comment, les structures de phrases. Donc, on revient à des fondamentaux. C'est ça. Parce que les choses un peu compliquées aujourd'hui, elles sont déportées à l'IA et les gens réfléchissent plus. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est refaites des choses concrètes en live avec les gens à côté de vous. C'est important. Donc, une équipe d'élite, ça va être des gens cultivés. Qui continuent de lire et qui en plus, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir une équipe d'élite. Puis une bonne culture de boîte derrière qui renforce tout ça et qui met du cap. On arrive un peu à la fin de cet échange très riche, Xavier. Est-ce que tu as un conseil à donner à un CEO qui se pose la question d'intégrer l'IA dans sa boîte déjà? Est-ce que tu as un premier conseil là-dessus, des erreurs à ne pas commettre? En fait, déjà pour moi, il faut essayer de viser un outil que tu vas utiliser quasi tous les jours. Ça paraît évident quand on le dit, mais en du réalité, must-have et pas de nice-to-have. Prenez parce des que outils must-have. Si c'est un outil que tu vas utiliser toutes les 2 semaines, alors il faut... ça ne va pas impacter ta boîte. D'abord, si c'est toutes les 2 semaines, ça va impacter que les gens motivés. Donc, si tu veux de l'impact, ça doit être toutes les semaines l'outil et éventuellement tous les jours. Ça, c'est beaucoup mieux. Après, le deuxième point clé sur l'impact, c'est il faut onboarder les gens et mettre un minimum de formation. Donc, même des outils, nous on le voit, un outil comme Lexi, qui coche les bonnes cases, où on a 20% de nos clients à qui on ne parle pas, donc qui est autosuffisant, etc. C'est-à-dire que les gens comprennent en l'utilisant et vont découvrir une bonne partie des fonctionnalités. En fait, dès que tu es dans une structure un peu plus grosse, il y a quand même une culture de l'attentisme, c'est-à-dire
je fais ce qu'on me demande de faire. On m'a donné un outil, on m'a pas demandé, on m'a pas dit quoi faire avec. Même si en fait il est génial, je vais rien faire avec. Donc il y a quand même il faut pas sous-estimer même un outil comme Lexi qui fonctionne tout seul ou que les gens vont adorer. Onboarding et pédagogie, et entraînement, suivi tous les X pour qu'ils découvrent des nouveaux usages. En fait, ils ont compris l'outil éventuellement ils sont plutôt bons mais ils ont raté des usages. Donc, et on revient toujours sur ce leitmotiv, c'est formation, one-to-one, accompagnement, management intermédiaire. Merci pour ces bons conseils. Au moment où on enregistre, on est mi-décembre 2025. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lexi pour l'année 2026 ? Nous, notre objectif, on va dire, plusieurs choses. Notre objectif, c'est de finir l'année entre 8 et 10 millions d'ARR. Donc, ça, c'est notre... le deuxième, c'est d'avoir une boîte humainement qui soit toujours, comme actuellement, avec une super ambiance, une super culture. Elle ne s'impose pas. Elle se travaille tous les jours. Elle se travaille tous les jours et qu'on réussisse à maintenir cette super culture. Et nous, notre objectif, un des objectifs majeurs de l'année qui vient, c'est on est très fort en marché français et Belgique. On est présent dans les autres pays d'Europe, mais notre objectif, c'est qu'on soit très fort dans 3 nouveaux pays, comme on peut l'être dans ces 2 pays. Donc c'est super. Nouvel objectif. Et sinon, c'est vrai qu'on a toujours cette volonté d'avoir un impact dans notre écosystème franco-belge. Et donc, si on peut continuer d'avoir de l'impact en give back, c'est un peu d'ailleurs dans les podcasts, c'est un peu ce qu'on fait aussi, mais give back d'une manière ou d'une autre, et on a toutes sortes de stratégies pour give back. Ce qui motive aussi... clairement, ça donne beaucoup de sens. C'est ça donne du sens. On est une famille qui a besoin de sens pour travailler. Et c'est aussi un des moyens de le faire. Super. Écoute, merci pour ces bons conseils. Je te souhaite une année 2026 qui coche un maximum de ces cases-là. Merci pour ton temps, merci pour ton partage d'expérience. J'ai passé un super moment avec toi. Et puis, vive la vente, hein, c'est toujours comme ça que je termine, moi. Vive la vente. Allez.